qu'il entreprend vis-à-vis de son responsable de traitement. D'accord? Donc, il doit alerter sur un risque éventuel ou potentiel à venir, autant le faire par écrit que oralement. Parce que n'oublions pas, c'est vrai, le DPO n'est pas responsable, mais le responsable de traitement va quand même dans les cahiers de charges du DPO mettre à sa charge un certain nombre d'obligations dont l'inobservation peut être constitutif donc de fautes lourdes ou de fautes disciplinaires relativement au droit donc au droit du travail. Donc c'est important pour lui non seulement de, de mettre le responsable de traitement face à ses responsabilités, mais c'est aussi important pour lui de documenter ses actions vis-à-vis du responsable de traitement pour qu'éventuellement, si euh, il y a mise en cause de ce responsable de traitement, il ne puisse pas se retourner contre le DPO qui aurait manqué à son devoir. En quatrième point, on dit qu'il faut analyser, investiguer, auditer, contrôler. La conformité au code du numérique, comme la conformité dans tous les secteurs donc législatifs, n'est pas une action unique. D'accord? Oui, dans notre cadre ici, on va dire qu'on fait la mise en conformité. OK. Mais une fois que vous avez créé les outils pour approcher la conformité, il faut avoir à cœur que il faut maintenir cette conformité. Parce que ce n'est pas une question de, on a fait une diligence en début d'année, on en a fait une autre en fin d'année, et c'est fini. Si la conformité n'est pas maintenue, le travail n'a pas de contenu, est vidé de sa consistance. Ce qui fait que régulièrement, en tout cas depuis le début d'année, le DPO doit s'occuper d'un plan d'action, d'un plan d'audit des traitements pour repasser dans les divers départements de son entreprise et voir si les politiques et procédures qui ont été mises en place reçoivent bonne application et reçoivent effectivement des applications. C'est l'occasion également pour le DPO, généralement, de regarder si certains principes sont toujours respectés ou si, par exemple, une collecte n'est pas tout simplement une collecte dépassée, une collecte qui a expiré et qui nécessite donc de mettre en pause ou de diminuer, de mettre en pause un traitement ou de supprimer un traitement. Donc, c'est avec ces audits réguliers que le DPO va va mettre à jour sa cartographie de traitement des données et également son registre de traitement des activités, un registre donc des activités de traitement au sein de l'entreprise. Et tout cela va permettre de satisfaire au point 5 qui demande à ce qu'on établisse et qu'on maintienne une documentation au titre de la accountability. Quand on parle de conformité, quel que soit le secteur, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit dans le secteur social, que ce soit dans le secteur, que ce soit donc dans le secteur comptable, financier ou social, il faut toujours avoir un dossier, d'accord, qui relate ce qu'on fait. Et ce besoin est encore plus présent lorsqu'on parle de données à caractère personnel, parce que la documentation est la preuve de la responsabilité qu'on attend du responsable de traitement. Et généralement, lorsque l'autorité va passer pour un contrôle, il va commencer par regarder quelle est la documentation disponible. On va voir tout à l'heure quel est le contenu du dossier d'accountability et de ce contenu, il faudra veiller à souvent la maintenir à jour. Alors, est-ce que vous avez toujours mon écran? Moi, je n'ai pas. Non, 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 on n'a pas votre écran. D'accord. Donc, je vais essayer de remettre ça. Ce fait que je n'ai plus.
Je n'y arrive définitivement pas, parce qu'il y a juste quelque chose qui tourne là. Puisque je n'y arrive pas, je vais juste essayer de partager directement. Vous l'avez? Oui, c'est en train de charger à mon niveau. Alors, si ça charge, c'est pas le bon. Alors, je vais faire partager. Vous l'avez? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc, il faut donc établir et maintenir une documentation, comme je le disais. Ensuite, il faut assurer la médiation avec les personnes concernées. Alors, ici, la médiation dont on parle, c'est surtout pour ceux qui vont, les personnes concernées qui vont exercer leur droit, d'accord, à l'égard, donc vis-à-vis de l'organisme qui traite les données à caractère personnel. Mais je profite souvent pour dire que ici, la médiation va aller au-delà de ces personnes concernées. Il faudra faire une médiation interne également. Vous n'êtes pas sans savoir que le DPO doit être placé au plus haut niveau de l'organigramme. Et à partir de cet instant, il va avoir régulièrement des problèmes donc de leadership avec les directeurs qui étaient présents, avec les collègues qui le voient monter d'un seul coup dans la hiérarchie. Et donc, il faut rester en constante discussion, en constant dialogue avec toutes les équipes internes. Donc, il faut faire une médiation interne également pour que les préconisations du DPO soient prises en compte et que ses autres collègues soient ses partenaires, ses relais, plutôt que des blocages pour lui. Et puis donc, bien évidemment, avec les personnes concernées, lorsqu'ils vont poser des questions ou vont demander à exercer leurs droits, il faudra faire en sorte qu'ils discutent avec eux, pas pour les attendrir et leur dire de ne pas exercer leurs droits, mais pour leur faire la démonstration de tout ce qui est fait pour protéger leurs droits, pour protéger leurs données à caractère personnel détenues par son organisme. Et lorsque l'organisme ne le suit pas, être solidaire avec ces personnes concernées pour dire non, ces personnes ont effectivement droit à ça et nous, on n'a pas fait le nécessaire pour mettre ça en œuvre. Une fois encore, c'est la, c'est un point qui rappelle, d'accord, qui rappelle la nécessité pour le DPO de documenter tout ce qu'il fait, d'accord, toujours préférer des écrits, donc à l'oral. Enfin, évidemment, il va présenter un rapport annuel donc, au responsable de traitement en fin d'exercice. C'est ce rapport d'accord, qui va être déposé auprès de l'autorité de protection de données à caractère personnel. Et comme on le dit, le rapport rend compte d'accord, de l'activité de DPO, mais également de l'activité de la maison au cours d'une année. Pour faciliter l'établissement de ces rapports et sortir des modèles tout faits dans lesquels on se retrouve au cours de ces premières années d'exercice, on rapporte quelque chose que nous avons planifié. Si vous n'avez pas planifié quelque chose, vous ne rapportez pas. Ça veut dire qu'au début d'année, techniquement, le DPO a fait un plan annuel de travail, a mis des marqueurs sur ce plan annuel de travail et peut donc lui-même seul se dire 12 mois après, voici ce qui a été fait dans ce plan de travail et voir est-ce que le plan de travail, je l'ai exécuté 100%, je l'ai exécuté à 90%, je l'ai exécuté à 80%, à 70%. Cela aura encore l'avantage non seulement de lui faciliter la production du rapport annuel auprès de l'autorité, mais également d'évaluer à son niveau les actions qu'il a pu mener au regard des moyens qui lui ont été mis à disposition, mais également de se faire évaluer par son responsable de traitement pour que ce dernier puisse voir quelle a été sa valeur ajoutée, sa plus-value pour l'organisme au cours d'une année. Donc,
Enfin, il y a l'interaction avec l'autorité, mais je pense qu'on en a parlé régulièrement. C'est son répondant. L'autorité, c'est le répondant du DPO. Et le DPO, c'est le répondant de l'autorité. Et le fait qu'il soit régulièrement en contact avec l'autorité va rappeler très souvent à son responsable de traitement qu'il s'agit d'un acteur indépendant, même si c'est son emploi, et qui doit veiller à ce que cette indépendance soit maintenue parce que le DPO ne voudrait pas, en tout cas, se faire complice d'un manquement aux exigences d'une aux exigences donc de la protection de données à caractère personnel de son entreprise auprès de l'autorité. En cela, donc, le positionnement, comme je le disais tout à l'heure, de DPO dans l'organisme est un facteur crucial de son efficacité, de la portée de ses actions. Mais surtout, les moyens dont dispose le DPO, d'accord, vont être déterminants dans l'interaction qu'il peut avoir avec l'autorité. Je parle de moyens financiers, je parle de moyens administratifs, je parle donc de moyens, on va dire, de péremption, d'accord? Donc, si tu ne peux pas dialoguer en toute égalité avec, par exemple, un DG adjoint ou avec un directeur administratif et financier, vous comprenez qu'il ne pourra pas avoir la main, ou même avec la RH, il a beau programmer ou bien initier, intenter de faire des activités de sensibilisation. Si la RH ne rend pas disponible son personnel, le DPO ne pourra pas faire son travail. Donc, il faut qu'il ait un certain nombre de moyens, il faut qu'il ait un certain nombre de go à partir du responsable de traitement pour pouvoir bien interagir plus tard avec l'autorité, bien exécuter ses missions, tout simplement. Alors, pour le faire, il y a cette question qui revient de façon récurrente, mais qu'on va balayer rapidement. Vous savez, pour être DPO, on dit qu'il n'y a pas de diplôme qui est exigé. D'accord? Mais il ne faut pas se leurrer, on est dans un domaine qui a, en tout cas, qui se fonde en majorité sur un test de loi. Le test de loi, c'est du domaine donc des juristes. Et donc, une personne qui prétend à ce poste doit quand même avoir un petit background en droit. Alors, il ne faut pas forcément être diplômé, docteur en droit, master en droit, mais avoir au moins un parcours où on a abordé quand même du droit. Donc, droit des obligations, droit du travail, droit, euh, euh, droit administratif, euh, droit, comment on dit ça, droit du commerce, et comme j'aime à dire, droit du métier que pratique son entreprise. Un prérequis, c'est la base. Après, quelqu'un qui a fait les ressources humaines peut bien avoir tout ce prérequis, mais quelqu'un également qui a fait l'administration générale peut avoir les mêmes requis. Plus important, même un informaticien, même un mathématicien peut quand même venir chercher ses acquis théoriques à travers quelques découvertes, quelques cours qui le préparent. À défaut, il faut étudier profondément les tests qui sont là, demander des avis sur les articles qu'on ne comprend pas, chercher dans la jurisprudence les interprétations que les juges ont pu donner à tel et tel article, et donc se faire un bon background en termes de formation continue à défaut d'avoir la bonne formation initiale. Alors, en dehors de cela, tout ce jargon juridique, tout ce droit va s'appliquer à un domaine qui est assez technique, l'informatique. Ça veut dire qu'à tout le moins, le DPO doit aussi avoir une bonne culture informatique, une bonne culture générale en informatique. À tout le moins, il faut maîtriser le jargon informatique. Qu'est-ce qu'on appelle un serveur? Qu'est-ce qu'on appelle un, un, un algorithme? Qu'est-ce qu'on appelle un hébergeur? Qu'est-ce qu'on appelle un data scientist? Il faut avoir déjà, en tout cas, une bonne connaissance de ce qu'on appelle langage
de développement, il faut avoir une bonne vue sur le métier informatique et ne pas se focaliser uniquement sur la culture juridique en informatique uniquement en français, mais comprendre aussi comment est-ce que tout cela se dit en anglais, comment est-ce que ça se positionne en anglais, parce que la plupart des applications informatiques vont avoir une prédominance, en tout cas dans les manuels de procédure, les guides d'utilisation et qu'on soit une prédominance informatique. Et pour bien comprendre, il faut donc avoir aussi un bon niveau en anglais. Donc, en termes de savoir, c'est ce qu'il faut faire. En termes de savoir-être, de savoir-faire, on va dire, il faut savoir que quand on parle de données, de protection de données à caractère personnel dans une entreprise, c'est comme un projet. C'est comme un projet. Donc, de façon générale, il faut que le DPO ait des aptitudes de gestionnaire de projet. D'accord? Mais en plus d'être un bon gestionnaire de projet, il faut qu'il maîtrise son métier, le métier de l'entreprise qu'il a engagé. Parce que les conseils, les avis, l'utilité qu'il peut apporter va s'appliquer à ce métier-là. Et je ne vais pas utiliser les mêmes outils pour mettre en conformité un traitement de santé qu'un traitement marketing. Les outils vont différer. Donc, si je ne connais pas bien mon métier, je ne pourrais pas être d'une bonne utilité pour l'organisme qui m'a recruté. En termes de savoir-être de qualité personnelle, on revient à la même chose. Gestion de projet. Et qui dit gestion de projet commence par parler de gestion de changement. On est dans un environnement où tout ceci est nouveau, tout ceci semble lourd pour les organismes, les PME. Et oui, donc il faut que celui qui va occuper ce poste ait l'étoffe pour gérer tout cela, pour faire passer, d'accord, d'un paradigme à un autre, comme il nous est demandé. Évidemment, le DPO doit être indépendant. Il doit être indépendant et il faut accepter que dans notre environnement ici, c'est une indépendance qui doit s'arracher, un peu comme nous aussi on a arraché nos indépendances au soir des colonisations. Pas de sorte à mettre en péril son gagne-pain, mais il faut quand même batailler, comme on dit, il faut batailler pour que cette indépendance soit pas juste sur les lèvres. Et c'est pourquoi, une fois encore, les qualités de gestionnaire de projet, de gestionnaire du changement, de conduite du changement peuvent être intéressantes parce qu'il faudra, et donc les qualités de médiateur, de bons communicants vont être importants parce qu'il faudra astucieusement parvenir à obtenir son indépendance auprès du responsable de traitement, auprès de tous les autres membres du personnel, surtout si on a été DPO, pas une promotion interne. Même lorsque on vient de l'extérieur et qu'on a été recruté directement DPO, il faudra quand même se doter de suffisamment de tact pour pouvoir exister déjà dans l'organisme et ensuite exister de manière indépendante. Au Bénin, pour le moment, il n'y a pas encore un régime. On a pensé à un moment qu'on allait mettre en place un régime comme pour protéger le DPO, comme on protégerait le représentant des travailleurs, ou les syndicats de travailleurs. Mais c'est un départ qui me semble avoir été vite abandonné parce que justement, l'objectif, ce n'est pas de faire du DPO un syndicaliste, mais le DPO, c'est un employé comme tous les autres qui a juste des caractéristiques un peu particulières parce que c'est cet employé-là qu'on a recruté pour faire c'est un peu comme un auditeur interne. Un auditeur interne, il travaille pour l'entreprise, mais ce n'est pas pour autant qu'il va laisser, d'accord, les gens de l'entreprise manipuler ou passer outre les procédures que l'entreprise s'est dotée elle-même. Donc, c'est cela. Donc, tout ceci, je l'ai dit, on l'a dit. Ensuite, quelles sont les missions de conformité? Aujourd'hui, dans notre contexte, le DPO va faire beaucoup de missions. Les missions de conformité,
la mission de conformité la plus présente, la plus visible, c'est la mission de formalité auprès de l'autorité. Lorsqu'on veut démarrer un traitement de données à caractère personnel, il va faire des diligences auprès de l'autorité selon le traitement qu'il veut faire. Soit demander l'autorisation, soit demander faire une déclaration, soit demander faire une consultation préalable pour s'assurer que le projet à entreprendre respecte les règles, donc respecte les règles que le code a mises en place. Alors, il y avait des formulaires, il y avait plusieurs sortes de formulaires. Aujourd'hui, l'autorité utilise un formulaire unique pour tous les traitements et donc le rôle est déjà plus ou moins attendri. Toutefois, ce formulaire pose souvent des difficultés pratiques. Il faut donc ne pas hésiter à aller vers l'autorité lorsqu'on ne comprend pas ou à recourir au service d'un cabinet tel que le nôtre pour mieux comprendre ou savoir manier ces formulaires-là. Au bout de 5 formalités, techniquement, le DPO maîtrise déjà le formulaire et peut suivre, en tout cas, l'évolution de la législation pour une maîtrise totale sur son activité. Ensuite, le DPO va créer et tenir le registre des activités de traitement. Plusieurs entreprises ont déposé plusieurs fois déjà des rapports annuels de traitement, mais n'ont pas de registre de traitement actualisé. C'est quelque chose qu'il faut avoir à cœur. Le registre de traitement, c'est le premier outil, d'accord? Et c'est l'un des rares outils de conformité qui ont été directement inscrits dans le code. C'est notamment l'article 435 du code qui nous dit exactement à quoi doit ressembler un registre de traitement. Et quand l'autorité arrive pour faire un contrôle de conformité, c'est le premier document qu'il est censé demander parce que c'est ça qui reflète, d'accord, l'état des traitements au sein de l'entreprise. D'ailleurs, lorsque nous allons totalement prendre en compte les dispositions de notre code, il est dit au titre de la comptabilité que si une entreprise tient son registre de traitement, il n'a plus besoin de faire des formalités préalables. Donc, c'est un outil de gouvernance des données indispensable, un outil à garder auprès de soi. Heureusement, les formats même de registre des activités de traitement ne nous demandent pas, en tout cas ne nous permet pas de l'avoir forcément en support papier. Vous avez un tableur Excel qui est le registre des activités de traitement que vous avez à cœur d'actualiser régulièrement, au même titre que la cartographie des traitements qui vous permet d'ailleurs de facilement remplir les registres des activités de traitement. Alors, apparemment, je suis allé en arrière. Voilà, j'y arrive. Voilà. Ensuite, il y a le dossier de conformité. Le registre de traitement, oui, c'est dedans qu'on met tout ce qui est, qu'on actualise les traitements que nous opérons au sein de notre entreprise. Mais surtout, ne pas oublier, je ne sais pas, pour les DPO qui sont là, je n'ai plus vraiment le panel. Je ne sais même pas avec qui. Je ne sais pas combien vous êtes en ligne. Peut-être que vous me direz dans le chat. Mais je ne sais pas s'il y a des DPO là. Mais s'il y a des DPO, je vous demanderai est-ce que vous avez votre dossier de conformité. Le dossier de conformité, il faut le garder en double. Il faut avoir un dossier de conformité physique et un dossier de conformité, on va dire, numérique. Vous avez un dossier que vous appelez dossier de conformité et qui comporte beaucoup de sous-dossiers ou de classeurs. Vous devez avoir un classeur transparence et information des personnes, un classeur sécurité, intégrité et confidentialité, un classeur aspect contractuel, un classeur relation avec l'autorité de contrôle. Donc, c'est au moins, c'est le minimum qu'il faut avoir, en tout cas pour pouvoir faire la preuve de sa conformité lorsque l'autorité va venir. On pourrait ajouter un classeur gouvernance des données où vous allez mettre votre cartographie, votre registre des activités de traitement et également les divers rapports d'audit de traitement que vous avez eu à effectuer à l'intérieur. On pourrait avoir également un classeur politiques internes, d'accord?
mais c'est à vous de voir comment est-ce que vous vous organisez et ranger les dossiers selon les thématiques et obtenir ce dossier de conformité. C'est très important pour éviter les nuisances qui peuvent survenir après Vous savez, quand on est dans le domaine fiscal, quand l'inspecteur veut passer faire un contrôle fiscal chez vous, il vous prévient environ 2 semaines à l'avant et vous dit je vais venir. Et qu'est-ce que vous avez à faire pour qu'il, quand il arrive, vous avez à l'installer dans un bureau et à lui donner des documents. Toute la documentation qu'il va demander, il va faire son analyse. S'il doit vous demander des compléments, il vous demande des compléments. Et quand il repart, il vous envoie sa note sur le passage. Si on n'organise pas, d'accord, les données à caractère personnel, la gestion des données à caractère personnel ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'autorité arrive, ce n'est plus vous qui menez la danse, mais c'est l'autorité qui mène la danse. Elle demande à avoir tout ce qu'elle voit, qu'elle veut. Si elle veut même, elle demande à auditer tous les services. Et là, vous n'avez plus la main sur vraiment ce à quoi il peut avoir accès, ce à quoi il ne doit pas avoir accès. Donc, la bonne pratique, c'est quand même de constituer ce dossier de conformité, de le garder à jour pour que, éventuellement, quand l'autorité vient pour dire, il veut faire contrôle, on lui sorte le dossier de conformité, on le met dans une salle, il regarde, et seulement s'il n'est pas satisfait avec ce qu'il est là, il pourra demander à faire une visite des sites. En dehors de cette mission, je vois qu'on est déjà midi, même si on a eu 15 minutes de retard, il y a la mission de la réponse aux demandes d'exercice de droit. Ce que je vous dirais ici, c'est que si vous voulez bien répondre aux demandes d'exercice de droit, vous devez vous doter d'une procédure de demande d'exercice des droits. Si vous n'avez pas de procédure préétablie, ça va être difficile. Difficile parce que déjà, vous n'allez pas pouvoir connaître quelles sont les demandes d'exercice de droit que vous avez reçues, parce que peut-être que votre secrétariat ne va pas vous envoyer systématiquement tout ce qui concerne demande d'exercice de droit. Ensuite, vous ne pourrez pas respecter les délais légaux qui ont été imposés pour répondre aux demandes d'exercice de droit. Et enfin, vous allez devoir chaque fois vous gratter la tête pour trouver une nouvelle réponse. Alors que si vous avez mis en place une procédure de demande d'exercice de droit, vous avez déjà anticipé sur les 3 points que je viens de vous dire. Vous connaissez le circuit que doit faire une demande d'exercice de droit. Vous savez quels sont les délais que vous devez respecter et donc quels sont les acteurs que vous devez toucher lorsqu'une demande d'exercice de droit arrive. Ces acteurs également sont préinformés que s'il y a une telle demande, ils doivent agir de telle et telle sorte parce que tout est enregistré, tout est consigné dans la procédure qui existe. Et donc, il y a une fluidité et vous n'avez plus à vous casser la tête pour répondre aux demandes d'exercice de droit. Donc, le meilleur moyen donc, de bien satisfaire à cette mission, c'est d'avoir une procédure de demande d'exercice de droit. On peut même aller plus loin, hein. On peut avoir une procédure de demande d'exercice de droit. On peut avoir également une procédure interne de gestion des demandes d'exercice de droit pour permettre donc d'anticiper éventuellement sur les demandes qui vont arriver. C'est le même format quand on parle de du point de notification des violations des données. Il faut avoir une politique pour encadrer la notification des violations des données. Parce que n'oubliez pas, la notification des violations est à double tranchant. J'aime à le répéter. Parfois, l'attaquant, le cyber attend que vous propagiez une information concernant votre entreprise pour que lui puisse parachever sa mission de cyberattaque. Ce qui fait que il faut forcément avoir une politique de gestion des violations des incidents. Dans cette politique, vous avez prévu une équipe dormante de crise lorsqu'il y a ça. Cette crise dormante de crise s'est dotée elle-même d'une procédure de gestion lorsqu'il y a violation de données. Et tout cela est renseigné, systématisé, de sorte à ce que quand il y a violation des données, vous savez comment est-ce qu'il faut agir, mais vous savez également s'il faut communiquer ou non, et comment est-ce qu'il faut communiquer. Donc, dans les équipes que vous créez, forcément, il y a le chargé de la communication de votre entreprise, si votre entreprise est de cette taille. Mais sinon, il y a la personne donc, qui donne les décisions, qui prend les décisions quand il s'agit de communiquer. D'accord? Vous avez forcément votre juriste. Si ce n'est pas votre juriste qui s'occupe de la conformité, il doit être du lot. Vous devez avoir également une place volante
pour le responsable du métier qui est concerné par la violation des données à caractère personnel. Et évidemment, le DPO doit siéger dans ce comité donc, de gestion des violations des données pour que, éventuellement, s'il y a une violation des données à caractère personnel, on puisse avoir des réponses proportionnées, indiquées et surtout préservatrices donc, des intérêts autant des personnes concernées que de l'entreprise. Je suis encore parti derrière. Alors, je pense que je viens de dire tout ceci en tant que bonne pratique. Il faut prévoir un système pour bien gérer donc, la notification. Je pense que je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Le rapport annuel, on a vu ça, c'est l'une des missions donc, du DPO et il faut anticiper, il faut agir promptement à l'avance pour que le délai ne passe pas. Je peux vous dire aujourd'hui que environ 60 à 70% des sanctions que l'autorité de protection a édictées contre des organismes au Bénin proviennent du défaut de dépôt de rapport annuel à bonne date. 70% des sanctions qui ont été prononcées à ce jour proviennent du fait que les organismes n'ont pas déposé le rapport à bonne date ou du fait que les organismes n'ont pas pris en compte les recommandations, les injonctions qui ont suivi le dépôt du rapport annuel. Donc, il faut vraiment savoir que en ayant un plan de travail, un plan annuel de travail, un plan de maintien en conformité en amont au début de l'année, on peut facilement donc livrer ce rapport en fin d'année en prévoyant déjà, d'accord, des bullet points, des checklists pour voir est-ce que ça avance, est-ce que ça n'avance pas, est-ce qu'on a fait ci, est-ce qu'on a fait ça. Comme ça, en fin d'année, on a jusqu'à renseigner ce que nous avons fait et poser le rapport. Alors, je fais un focus également sur la mission de sensibilisation. Et ce que je vais dire, c'est qu'on sait déjà, hein, la mission de sensibilisation, ça concerne tout le personnel. Mention importante, lorsque vous devez, en tant que juriste, en tant que DPO, satisfaire à cette mission, on a rencontré, de par notre expérience, beaucoup d'entreprises qui ont voulu mettre de côté, on va dire, ce qu'on peut appeler les ouvriers, donc les agents de, par exemple, les agents d'entretien, les conducteurs de véhicules administratifs, les appels, les hommes de liaison. Alors, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre parce que dans ce maillon, ce sont ces personnes qui sont parfois les plus importantes concernant la mission de sensibilisation. Il faut veiller à les inclure. De la même manière, on a vu plusieurs fois des réunions ou des sensibilisations où le responsable au premier niveau ne se sent pas concerné, c'est-à-dire qu'il connaît déjà tout, de toute façon, c'est lui qui vous paye. Alors, si vous ne pouvez pas le sensibiliser dans le lot avec tout le reste, alors il faut lui demander souvent 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de son temps et aller souvent dans son bureau pour le conseiller parce que c'est lui qui porte in fine la responsabilité civile et pénale liée aux éventuelles violations, aux éventuelles, en tout cas, contraventions aux exigences donc, de protection de données à caractère personnel. Donc, il faut vraiment essayer de ratisser l'âge. Il ne faut pas laisser tomber non plus les équipes de développement. Si vous avez des équipes de développement, il faut forcément essayer de voir et d'adapter, d'accord, votre message de sensibilisation à ce public-là, parce que ce sont eux qui mettent en œuvre ou qui créent les applications qui traitent les données chez vous. Et c'est bien d'avoir une bonne relation avec eux. C'est bien qu'ils soient très affûtés concernant donc la thématique de protection des données à caractère personnel parce que ça va les motiver, ça va pas les motiver, ça va agir donc sur leur prise de décision dans par exemple la constitution d'une base de données, dans par exemple le choix des outils de protection de données à caractère personnel qui vont intégrer dans leur développement. Alors, une fois qu'on a bien établi, on a bien ciblé les personnes qu'on veut former, il faut choisir maintenant les outils. Rappelez-vous, le code a dit
qu'il faut essayer de porter le message le plus loin possible, de la manière la plus simple possible, de la manière la plus accessible possible. Donc ici, au regard des moyens que l'autorité, que votre organisme met à votre disposition, vous pouvez être le plus créatif possible. Réunion de sensibilisation, campagne de communication visuelle, affichage, dépliant, pop-up, euh, euh, messages dans le groupe WhatsApp ou dans les chats internes de l'entreprise, mise en scène, scénario, tout ce que vous pouvez faire pour que le message soit préant. Il faut que ça perturbe. D'accord? Ce n'est pas une question de seconde zone, c'est une question aussi importante que la question fiscale, que la question sociale. Donc, il faut tout faire pour que ce message passe. Vous pouvez même simuler des attaques, simuler des choses, ça n'est pas le scénario, pour essayer en tout cas de faire prendre conscience des enjeux aux personnes concernées. Alors, en termes de contenu, de façon classique, il faudra leur parler du cadre légal, donc de la protection de données à caractère personnel au Bénin, mais il faut surtout leur parler des définitions et des mots-clés. Les définitions et des mots-clés parce que si une personne ne connaît pas ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel, elle ne peut pas, d'accord, éviter de la violer. Donc, il faut insister sur la notion de données à caractère personnel. Insister, donner plusieurs exemples, montrer en quoi est-ce que chaque point ou bien chaque exemple de données à caractère personnel, lorsqu'il subit une violation de données à caractère personnel, peut entraîner la responsabilité de l'entreprise. Enfin, il faut voir avec eux les concepts principaux du code du numérique, la accountability, le privacy by design, le registre de traitement, l'analyse d'impact, la violation des données, le consentement et tout ça. Il faut essayer d'aller à l'intérieur. Mais surtout, il faut leur rappeler également quels sont les principes que la loi nous oblige à respecter pour bien traiter les données à caractère personnel. Selon le public que vous avez, l'un ou l'autre des points va faire l'objet d'approfondissement. Les droits des personnes concernées, déjà, pour les intéresser et leur dire qu'eux-mêmes sont concernés par le sujet dont on parle et qu'ils sont également des personnes concernées vis-à-vis de responsables de traitement. Et donc, puisqu'ils auront à cœur de veiller à leurs droits, leur demander de faire pareil pour les données de clients ou de partenaires externes avec qui nous collaborons et dont nous traitons les données. Il faut leur rappeler également qui sont les acteurs, les sensibiliser sur le poste délégué à la protection des données à caractère personnel, leur parler de l'autorité de contrôle, leur parler des relais internes et plus globalement de tous les acteurs internes et externes qui interviennent dans la chaîne de votre traitement de données à caractère personnel. Alors, j'ai dit, hein, et peut-être qu'on va essayer ça si on n'est pas trop en retard. Il faut régulièrement auditer. Et donc, même en termes de sensibilisation, le DPO doit faire pareil. Si tu passes des sensibilisations et que des gens viennent uniquement pour le sandwich et l'eau que tu vas distribuer, ça ne sert à rien. Donc, même en dehors des heures de consultation, il faut lancer des tests comme ça, des quiz au sein de l'entreprise pour voir est-ce que les notions qui sont diffusées lors de ces sensibilisations sont bien maîtrisées et que les personnes sont vraiment en mesure de réagir lorsqu'il y a une tentative de violation de données à caractère personnel. Comme je dis, on peut le faire pendant, on peut le faire après les séances de sensibilisation, mais surtout, on peut mettre même en place, selon les moyens dont dispose le DPO, des petits concours à l'interne pour challenger les collègues et voir est-ce qu'ils maîtrisent et donc susciter encore plus d'intérêt autour donc, de la question de données à caractère personnel. Et on le dit, le DPO est avant tout un conseil de responsable de traitement. Il est le conseiller, mais il n'est pas le payeur. Donc, marge de manœuvre élargie au regard donc des moyens que le responsable de traitement lui met à disposition. Sachant que c'est encore au DPO de faire le plaidoyer pour avoir donc assez de budget, pour avoir un budget conséquent pour pouvoir travailler en sérénité. Bien, merci. On arrive donc à la fin de la communication
contenues dans ce webinaire. On va accepter d'en discuter ensemble en prenant une ou deux questions et en reprenant également les divers commentaires que vous aurez pu avoir sur le contenu de ce jour. Voilà. Moi, je n'ai pas du tout, peut-être qu'il faut faire ça. Je n'ai pas l'écran, je n'ai pas, ok, c'est parfait. Maintenant, je suis avec vous. Depuis, j'étais en mode, j'étais disparu dans la nature et je parlais. Donc, bonjour. Donc, vous avez la parole. Si vous voulez prendre la parole, levez la main pour poser une ou deux questions. On voudrait donc à ce moment-là vous connaître. Et voilà. Bien, donc, s'il n'y a pas de questions, on estime que tout est bien maîtrisé. Tout est bien maîtrisé, que OK, Monsieur Bokovo va poser une question, on la prend. Mais de toute façon, ça ne va pas dédouaner de ce qu'on a prévu. On a prévu un petit quiz de à peine 5 minutes pour voir que tout est vraiment bien compris, tel que vous semblez l'exprimer à travers donc, ce bon silence. Allez, Monsieur Oïk Bokovo, vous pouvez y aller. Oui, Monsieur Oïk Bokovo, c'est ça, hein? Vous pouvez y aller pour votre question. Il y a un message dans le chat. Beaucoup de mal à accéder au webinaire a été enregistré. Oui, le webinaire a été enregistré et nous allons évidemment partager le lien. On va mettre ça en ligne sur notre page et vous allez avoir accès pour revoir ce lien-là. Et désolé pour les désagréments au moment de l'inscription. Les prochaines fois, on espère que ce sera mieux. Madame Regina Bonka. Donc, Monsieur Oïk, votre main est toujours levée, mais votre micro est toujours fermé. Donc, je vais demander à ce qu'on mette Vous allez regarder vos chats. Dans le chat, je mets un lien qui vous permet de faire une petite évaluation de 5 à 10 minutes rapide. Oui, monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Ok, donc je disais que je vous remercie pour votre présentation très instructive. Alors, je suis Boris Bokovo, juriste à 360 conseils. Alors, je voudrais poser une question. C'est comment les rôles du DPO diffèrent-ils de ceux d'un DPO dans le secteur public? Alors, le rôle du DPO dans le secteur privé et le rôle d'un DPO dans le secteur, c'est cela? Oui, c'est bien ça. Alors, en tout cas, les tests ne nous indiquent pas une différence entre le métier dans le privé ou dans le public. C'est au niveau des marges de manœuvre peut-être qu'on aura une différence. Lorsque les choses seront faites comme elles doivent être faites, le DPO du secteur public va figurer dans l'acte, comment ils appellent ça, l'AOF. Donc, dans le décret qui organise chaque institution publique en termes de fonctionnement.
C'est ce décret-là qui a institué au Bénin la direction du système d'information qui était précédemment la direction de l'informatique du préarchivage. C'est ce décret qui a institué récemment le secrétaire exécutif. Donc, il y aura un décret. Celui qui va être DPO va être forcément désigné par un décret, d'accord, qui va lui attribuer ses moyens. Et en tant que tel, d'accord, en tant qu'une direction reconnue donc, au sein d'une administration publique, elle a plus de moyens, elle va participer donc aux travaux de plan de travail annuel de ces institutions publiques et faire défendre son budget par son autorité de tutelle. Et donc, elle pourrait avoir plus de moyens qu'un DPO d'un secteur privé, ça dépend du positionnement de son organisme. Mais de toute façon, on sait que ça pourrait être également un blocage parce qu'on connaît également des cas où des institutions publiques n'ont pas le budget suffisant pour bien exécuter leur mission. Donc, et là également, il va y avoir un gros conflit quand on est dans le public, puisque tous, quand il va être nommé par décret, les autres à qui il va demander de collaborer, avec qui il va demander à collaborer, vont lui opposer le fait qu'eux aussi, ils ont été désignés par décret et voilà, mythe de fonctionnaires de l'État. Bon, mythe adouci aujourd'hui par notre nouveau régime de gestion des fonctionnaires de l'État. On sait que désormais, ils peuvent être licenciés, ils peuvent perdre leur retraite et consorts. Donc, en dehors de cela, on peut avoir une PME très innovante, très innovatrice, qui va également avoir à cœur correctement donc, les questions de protection de données à caractère personnel. Et à partir de ce moment, vous allez voir que cette PME va accorder suffisamment de moyens à son DPO pour agir. Et donc, on va dire c'est relatif. On va dire c'est relatif. Mais il n'y a pas une différence, une scission nette qui a été faite par les tests pour dire, OK, quand on est DPO du secteur public, on est couvert de telle manière ou on est doté de tels moyens. Et quand on est DPO du secteur privé, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Rien ne nous dit ça dans les tests. OK, merci beaucoup, monsieur. C'est compris. Merci à vous. Donc, on va passer donc à ce... Il va être 13 heures. C'est au chat avec le petit lien que vous voudriez bien. Vous allez essayer de jouer le jeu. On va essayer un petit quiz pour mesurer le niveau de compréhension de ce webinaire et pour savoir si on revient la prochaine fois. Alors, madame, il y a deux mains levées. Il y a madame Élise Badiagoma, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Allez-y si vous avez une question, le temps que... Voilà, super. Oui, bon, moi, Allez-y. je n'ai pas une question. Je suis Elise Badiagoma, donc je viens de Global IT Service. Je n'ai pas vraiment une question, mais déjà, je voudrais entrer dans une autre séance, donc qui devait commencer depuis midi. J'ai attendu qu'on arrive à la fin. Si vous permettez, je vais répondre au quiz juste après ma séance. Mais déjà, c'était très bien la séance. Elle était très, très instructive et j'ai pu obtenir ou j'ai pu acquérir plus de notions ou plus de points sur lesquels je ne prêtais pas beaucoup attention. Et je vous remercie pour la séance et je pense qu'elle devrait avoir encore lieu pour les autres fois. Merci. Merci à vous, madame Élise. On vous souhaite donc bon après-midi, bonne suite de journée. Et on va exhorter le reste du public à arriver plus tôt les prochaines fois pour qu'on puisse pas maintenir, on puisse rester dans le timing
Il y a une autre main levée. La personne peut ouvrir son micro et parler. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Ici, c'est monsieur Arnaud Bessemerlan, juriste également au sein du cabinet. Alors, j'aimerais poser une question. C'est celle concernant les organismes. Si je comprends bien votre développement, c'est à croire que tout organisme qui traite des données doit d'office disposer d'un DPO. Alors, on va dire que selon notre niveau de maturité au Bénin, c'est une attente, d'accord, de l'autorité de voir les organismes qui traitent des données avoir un DPO. Après, il y a des critères de taille qui ne sont pas encore bien précisés. Techniquement, si vous n'êtes que 5-10 dans votre cabinet, que vous ne faites pas du traitement de données à caractère personnel, votre activité principale, vous n'avez pas besoin de désigner un DPO. Par contre, vous avez besoin d'avoir votre registre des activités de traitement, de respecter toutes les autres exigences en matière de légalisation, en matière de réglementation. Par contre, si vous êtes 50-100 et que en plus vous êtes dans le domaine de la santé ou en plus vous êtes dans le domaine de l'évaluation, des évaluations statistiques ou que vous êtes dans le domaine du marketing, alors oui, on va regarder la taille donc, des traitements, le volume et la taille des traitements que vous faites. Et par rapport à cela, l'autorité va s'attendre à ce que vous ayez un DPO au sein de votre organisme. On attend que l'autorité nous éclaire sur les contours donc, de la nécessité de recourir ou non au métier de DPO à l'interne. Mais ce qui est évident, c'est que récemment, si vous avez suivi l'actualité, le conseil, le CEPD a rendu une analyse après une dizaine d'années, après quelques années donc d'application du RGPD sur la manière dont il faut continuer à gérer la conformité au niveau des entreprises. Et on se rend compte que le CEPD veut que les autorités créent, d'accord, un genre de discrimination positive dans la prise en compte des exigences issues des réglementations de protection des données à caractère personnel. Actuellement, la législation s'applique à tout le monde de façon aveugle, mais c'est lourd à porter pour certaines entreprises d'une certaine taille. Donc, on se dit que bientôt, on aura une autorité qui va prendre en compte la taille, donc la petite taille d'une entreprise pour refuser, même si elle traite par exemple des données de santé, pour lui dire, écoute, ne recours pas au DPO ou bien laisse tomber telle exigence, pour que déjà plus de personnes, d'accord, se mettent en conformité, mais également pour que pour les entreprises, le poids de la réglementation soit moins ressenti. D'accord. Je vois. Merci beaucoup. Alors, ça il y a certaines personnes qui réussissent bien l'évaluation. Oui, mais au moins vous avez la moyenne, ça va venir très vite. Madame Mwangue, merci d'avoir participé. Maître Mwangue, c'est ça, c'est Maître Mwangue. Alors, s'il y a d'autres questions, on les prend. S'il n'y a pas d'autres questions, il va être 12h30. En attendant que tout le monde fasse son évaluation, on va commencer par prendre donc les propos de sortie de cette réunion.
Bien, 360 conseils a été ravi de vous avoir avec lui ce matin. Restez donc à l'écoute de nos prochains webinaires. Très vite, dès la semaine prochaine, le vendredi prochain, nous allons nous revoir sur une thématique qu'on espère tout à fait, qu'on espère intéressant en tout cas pour l'auditoire. Et pour le webinaire de ce jour, pour ceux qui n'ont pas pu arriver à temps et ceux qui ont manqué des parties du webinaire, nous allons donc vous envoyer le lien pour pouvoir faire un replay de ceci et vous permettre de faire le plein. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos avis et à dire un mot sur le webinaire sur vos réseaux sociaux si vous voulez. Et donc, à très vite pour le prochain webinaire. Et bon week-end à tout le monde. Bonjour, M. Adiassa. Merci beaucoup.